Anne-Charlène Bézina, bonjour et bonne année. Bonjour Christophe, bonne année. On va parler constitution évidemment avec vous et paysage politique. Un mot quand même sur la mort de Jean-Marie Le Pen et ses manifestations spontanées pour la fêter qu'on a vu hier avec une série de mouvements d'extrême gauche. Cela illustre sa place à part quand même dans l'histoire politique française. Clairement, on parlait du trublion de la République, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un style qui était le sien. Il y a eu des éléments qui ont tellement choqué aussi dans l'unité de la population que il laisse une trace, voilà, qui est on dirait même que pour son parti à lui, il a été un véritable boulet en quelque sorte, dans le sens où il avait une incarnation de ce qu'était l'extrême droite qui ne représente plus complètement ce courant aujourd'hui. Donc il a avec lui ce caractère particulièrement disruptif en réalité dans son discours, dans ce qu'il portait. Et voilà, on le voit encore le jour de son décès. Il y a quelque chose de l'ordre du rendez-vous qui ne se fait pas, ou qui se fait en tout cas dans quelque chose de complètement inflammé. Et la dédiabolisation engagée par Marine Le Pen, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est désormais accomplie ? Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du chemin, c'est-à-dire que tous les mouvements dans l'Europe proche qui se réclament être d'une forme de droite nationale, avec ce retour finalement de l'identité, les thèmes de l'immigration qui sont portés, ont aujourd'hui à vivre avec un discours plus populiste, c'est-à-dire avec une ferveur qui peut être celle de l'opinion en faveur du retour de l'identité, de ces éléments qui font partie finalement de l'histoire de la nation. Mais encore une fois, ces partis-là ont toujours le problème de leur histoire, c'est-à-dire qu'il faut régler le problème des racines, et je crois que c'est quelque chose qui est sûrement en cours dans beaucoup de mouvements, et notamment dans celui du Rassemblement national français, mais je suis pas sûre que ce soit une mue qui soit encore complètement accomplie. On le voit notamment avec cette idée du front républicain qui existe encore, c'est-à-dire que cette normalisation, elle n'arrive pas complètement à se faire dans notre échiquier, eu égard à finalement voilà, des racines, des éléments de discours qui parfois ne sont pas nécessairement encore travaillés comme étant ceux d'un parti de gouvernement. L'accusation d'antisémitisme infamante depuis 1945 est passée depuis quelques mois, quelques années, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça, c'est un changement dans le paysage politique. Alors ça, c'est un changement dans le paysage politique et surtout dans nos discours, dans notre histoire, en réalité, de ce qu'est l'unité de la République. Alors, c'est un peu quelque chose de dramatique dans notre échiquier, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui une parole qui semble être politiquement audible, en tout cas, autour de cette idée d'affrontement, en tout cas, entre des idées qui prônent une forme d'antisémitisme. Donc oui, on le voit d'ailleurs dans les hommages qui ont été faits à Charlie. On se rend compte que finalement, on nous dit que les chiffres ne sont pas les mêmes en fonction des côtés de l'échiquier politique. Donc c'est vrai que cette idée qu'il y ait un discours qui soit passé de l'extrême droite à l'extrême gauche dans l'antisémitisme, c'est non seulement, à mon avis, un changement dans notre échiquier, mais aussi peut-être un changement dans ce qui faisait notre unité nationale. Et je crois que c'est profondément dangereux de considérer qu'il y a encore une place pour ce type de parole. Alors mardi, nous aurons le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. C'est devenu un discours comme les autres ou ça reste un moment républicain important ? Alors, je crois que les deux, c'est-à-dire que le discours de politique générale est un moment convenu, où il y a des temps forts, on remercie le prédécesseur, on annonce quelques mesures sans trop, puisqu'on ne peut pas avoir de programme dans une véritable assemblée fracturée, mais c'est un moment non seulement républicain, mais c'est un moment constitutionnellement et politiquement très clé en réalité, parce que c'est là qu'on va trouver le style déjà du Premier ministre, c'est là qu'on va trouver aussi des éléments de ce que sera son modèle de gouvernance, la manière dont il entend travailler avec son assemblée. Et je crois que c'est vraiment tout sauf ornemental, justement, parce que notre Constitution l'a voulu. Le Premier ministre continue à être la cheville ouvrière de l'Assemblée nationale. C'est avec elle qu'il travaille. Il a besoin de sa confiance. Il a besoin de travailler avec elle et d'avoir sa reconnaissance. Donc, il y a une forme de rencontre qui doit se faire après ce moment-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de protocolaire et à la fois de particulièrement important. Avoir sa reconnaissance, il n'y aura sans doute pas de vote de confiance. Il y aura probablement un dépôt de motion de censure, sans doute par la France insoumise. C'est un premier rapport de force, on va se compter ?
Oui, bien sûr, c'est un premier rapport de force. On l'avait vu pour Michel Barnier. Il a clairement été différent entre la première motion de censure et la deuxième. Mais ce qui me semble important, c'est de se dire qu'au fond, on renoue un peu avec les pires heures de notre histoire constitutionnelle, de la 4e République notamment, où on avait une pratique qui était celle dite de la double investiture. C'est-à-dire que on ne censurait pas forcément un Premier ministre d'emblée. On attendait de pouvoir le censurer sur son programme ou sur la formation de son gouvernement. Donc, j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui s'est passé pour Michel Barnier. Je ne voudrais pas que ce même écueil existe à nouveau pour ce deuxième gouvernement Bayrou. Donc, cette motion de censure initiale, elle gagnerait à être véritablement pensée par tous les groupes d'opposition. Est-ce qu'on souhaite, oui ou non, donner une chance à l'unité nationale, aux urgences des Français, à ce qu'une Assemblée nationale puisse faire, et le mot confiance me semble être important, confiance à un gouvernement, même s'il ne la représente pas politiquement. C'est tout l'enjeu des mois à venir. Alors la censure, c'est l'épée de Damoclès au-dessus du gouvernement. Néanmoins, c'est encadré. Un député ne peut pas signer des dizaines de motions de censure. C'est quand même une arme qui est encadrée. Alors c'est une arme qui est encadrée, même si elle ne l'est pas autant que dans d'autres régimes. Je pense notamment à l'Espagne ou à l'Allemagne, où Avec il la faut censure proposer un constructive. autre gouvernement. Là, exactement, la motion de censure constructive, où on a besoin d'un gouvernement alternatif, en réalité, pour proposer quelque chose de l'ordre de la destitution. En France, nous pouvons choisir la motion de censure sans rien proposer en retour, même si c'est vrai que la seule limite constitutionnelle qui existe, c'est cette signature de 3 motions de censure maximum par député. Alors, ça signifie que si vous avez beaucoup de députés, eh bien, on peut changer les signataires. Mais bon, vu la composition de l'Assemblée nationale, on aura besoin de tous les députés de tous les groupes pour que cette motion de censure d'opposition passe, si elle devait passer. Donc, c'est 3 motions de censure par session ordinaire, c'est-à-dire 3 motions de censure maximum, on va dire de septembre à Ah oui. juin. Alors la France Insoumise en a déposé une en septembre, puis de nouveau une en novembre-décembre contre Michel Barnier. Si là, il recommence en janvier contre Bayrou, la cartouchière va être vide après. Exactement. Alors, la cartouche de décembre, en réalité, ne compte pas parce qu'elle a été déposée à la suite d'un article 49 alinéa 3. C'est-à-dire que c'est en réalité le gouvernement qui a joué le poker. Et dans ce cas-là, la Constitution annule le décompte. C'est-à-dire que ça ne compte pas comme étant une motion de censure spontanée, c'est-à-dire déposée vraiment à l'initiative de ce groupe. Donc, la France Insoumise aura encore une autre cartouche, la dernière peut-être, si elle souhaite avoir une motion de censure spontanée, c'est-à-dire ne pas répondre au gouvernement, mais déposer elle-même le souhait de la destitution. Censurer à répétition les gouvernements, c'est la stratégie avouée de la France Insoumise, et presque tacite du RN, pour faire tomber Macron, pour le pousser à la démission. On n'a jamais vu dans notre histoire un président poussé à la démission par le Parlement, sauf McMahon. Sinon, c'est la rue qui chasse les présidents. Alors en effet, il y a eu McMahon qui a refusé en quelque sorte de lire le message des urnes dans l'Assemblée nationale. On peut penser aussi à certains présidents de la Troisième République qui essayaient de se maintenir là où l'Assemblée nationale ne les reconnaissait plus. Et il y a en quelque sorte une rencontre qui doit se faire entre le président et le Parlement, même si elle est très implicite dans la reconnaissance finalement du message du peuple. Moi, je me dis en tout cas que l'idée qu'on puisse avoir une démission provoquée par n'importe quel groupe d'opposition de l'Assemblée nationale, c'est vraiment privilégier une forme de politique du pire à une politique constructive. C'est-à-dire qu'on se dit finalement que provoquer une élection législative anticipée et une élection présidentielle anticipée avec toutes les urgences qui se proposent en termes budgétaires, en termes financiers, en termes nationaux finalement, en termes d'unité, c'est quand même vraiment dangereux à mon avis comme discours type pour une opposition. Parce que s'opposer, ça signifie franchement pas détruire en démocratie parlementaire. Ça serait, en cas de démission d'Emmanuel Macron, une campagne présidentielle entre 20 et 35 jours. Est-ce qu'on peut, en politologie, considérer que 35 jours, c'est suffisant pour qu'un programme infuse dans la société ? C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que oui, en tout cas en 69 et en 74, quand on a eu 2 élections présidentielles anticipées, on a pu avoir des
campagne réelle, avec des candidats qui se réclamaient de courants dont on avait identifié auparavant les problématiques. Ce que je crains de la présidentielle anticipée, finalement, c'est qu'elle ne solde aucun de nos problèmes. C'est-à-dire que on va changer le locataire de l'Élysée, mais on ne peut pas créer une dynamique en si peu de temps, notamment parce qu'elle ne sera pas parlementaire. Étant donné que même si on dissout à nouveau l'Assemblée nationale, la triple fracturation que nous connaissons, avec un extrême bloc de gauche, un bloc de centre et un bloc de droite, eh bien, ne pourra pas réellement changer de physionomie. Donc, un nouveau locataire de l'Élysée aura toujours un Matignon complètement coincé, avec une Assemblée nationale qui ne le reconnaîtra pas comme légitime. Donc, à mon sens, on change les acteurs, mais on ne change pas le problème. Donc, on propose, à mon avis, même pas tellement quelque chose qui est de l'ordre de l'absence d'innovation politique, parce que on peut se dire qu'on reprendra les anciens programmes de la présidentielle de 2022 avec de nouveaux acteurs, mais c'est surtout qu'on ne règle pas les problèmes, on change tout simplement les têtes. Plus les 500 signatures, parce qu'il n'y avait pas ça en 69-74, c'était 100 signatures. Les 500 signatures, ça ferait un tri éliminatoire en si peu de temps. Oui, c'est une réalité, c'est-à-dire que ces 500 parrainages ont souvent été décriés, notamment par Jean-Marie Le Pen, dans beaucoup de contentieux électoraux. Cette idée de la représentativité du candidat, elle s'installe dans le temps long de l'élection présidentielle habituelle. C'est-à-dire que nos textes prévoient, par exemple, pour la campagne de financement du parti du président, 1 an avant l'élection présidentielle pour s'organiser. Donc là, les élections présidentielles de poche, elles sont dangereuses pour la diversité des parcours. Et en réalité, elles ont tendance à favoriser, encore une fois, des partis largement installés ou des discours largement installés. Donc si on est dans cette idée de l'opposition qui sera devenue complètement audible dans le discours de l'opinion, c'est cette opposition qui risque d'être favorisée, mais par un effet finalement faussé. C'est-à-dire que seulement sur cette élection, on trouvera peut-être un effet de gonflement des voix, mais qui risque d'être profondément déceptif ensuite dans le résultat législatif. Alors, petit point de controverse chez les juristes, quel est votre avis ? Un nouveau président, il retrouve un droit de dissolution, là, si on vote en février, ou est-ce qu'il faut attendre juillet ? Alors pour moi, il faut attendre juillet, notamment parce que l'article 12 de notre Constitution ne dispose rien par rapport aux signataires. C'est-à-dire, on ne nous dit pas un président de la République en titre de tel et tel mandat pourra dissoudre. C'est 1 an, quel que soit le locataire de l'Élysée, Matignon, la situation de l'Assemblée, c'est vraiment un délai, et on sait que les délais constitutionnels comptent quelles que soient les majorités en place et quels que soient les signataires. Le référendum, Emmanuel Macron a semblé esquisser une promesse de référendum pendant ses vœux. Est-ce qu'un référendum sur l'immigration, aujourd'hui, c'est possible dans nos textes ? Alors c'est compliqué, ça dépend de la manière dont la question est formulée aussi. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment la question de l'immigration et de la nationalité, non, à l'heure actuelle non. Dans les questions sociétales, dans les questions de nationalité et de citoyenneté, elles ne sont pas ouvertes par la liste de l'article 11 de notre Constitution. Mais encore une fois, peut-être que sur un modèle social, économique, par rapport à des traités internationaux, là, oui, il y a une clé d'entrée, puisque notre article 11 propose justement que toute réforme sociale, économique, environnementale ou internationale soit soumise aux Français. C'est d'ailleurs cette voie-là qu'avait tenté le parti Les Républicains dans son référendum d'initiative partagée qu'il avait tenté l'année dernière sur les principales mesures immigration relative aux allocations sociales, et il l'avait justement proposé eu égard au social et non pas au migratoire. Donc tout dépend de la formulation de la question. Alors on parle beaucoup également de la proportionnelle et de son éventuel retour pour les élections législatives, sauf qu'il y a proportionnel et proportionnel. Et il y a plusieurs types de proportionnel. Est-ce qu'on serait capable de se mettre d'accord ? C'est la grande question, c'est qu'on se rend compte que la proportionnelle, elle fédère autour de son, on va dire, de son idée, de son champ lexical, de la diversité, de l'écoute de l'autre. Mais pourtant, le mode de scrutin, c'est quelque chose de profondément démocratique et pourtant de profondément technocratique aussi. C'est-à-dire que une proportionnelle n'existe pas. Il y en a des milliers, et il faut trouver aussi le mode de scrutin qui s'adapte à la population, à la diversité de l'opinion. Et en fait, on se rend compte que les partis qui soutiennent la proportionnelle ont tous au moins 3 ou 4 fois changé de projet de proportionnel. Donc il n'y a plus aucune clarté dans les discours politiques qui sont portés par rapport à ça. Et on se demande si on peut vraiment trouver du consensus autour de ce mode de scrutin, et surtout si c'est le moment de le proposer. Parce que pour avoir un système proportionnaliste, il faut avoir un système partisan très installé et une assemblée stable. Eh bien, Charlène Bézina, merci pour ces lumières. Bonne journée. Merci à vous, Christophe.
Brun. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain. Votre invité sera le député Philippe Brun.